Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène. L'analyse marxiste préférera parler de capitalocène pour évoquer la destruction de la nature liée au capitalisme. Pour les chercheurs et chercheuses de la revue Nouvelles questions féministes, dont nous accueillons une représentante ce soir, c'est le genre du climat qu'il s'agit de questionner. Deux mots d'abord sur cette revue. Bisannuelle, de grande qualité, elle traite de thématiques aussi diverses que l'allaitement, les modes d'intervention féministes dans l'espace public, la morale sexuelle, l'amitié, le travail social. Elle joue aussi un rôle de passeuse entre le monde francophone et le monde anglo-saxon, où les questions féministes ne sont vraiment pas abordées de la même façon, pour certains sujets en tout cas. Avec leur numéro Androcène, elles ne sont ni les premières à se poser la question du genre de la destruction de la nature, ni les seules. Il y a quelques jours, en France, est paru l'ouvrage de Sandrine Rousseau, je confonds toujours les prénoms, Sandrine Rousseau qui propose à son tour de dépasser l'Androcène. On sait que les femmes ont joué un rôle clé dans l'action collective contre les changements climatiques. Le fait que les femmes soient concernées de plus près par l'évolution du climat, en raison de leur statut économique, de leur rôle dans les systèmes de production alimentaire ou dans le care, a aussi été bien documenté. Mais paradoxalement, le rôle joué par les hommes, à la fois en matière d'empreinte climatique et de type de réponse à la catastrophe climatique, n'a suscité que peu d'études et de questionnements. Comme l'esquisse la revue NQF, les hommes feraient partie du problème, mais pas encore de la solution. Pour nous éclairer sur ces questions, je vais donner la parole à Hélène Hertz, le temps d'une présentation de sa part, qui sera suivie de questions, de mes questions, et puis ensuite des vôtres surtout. Hélène Hertz est professeure d'anthropologie, et elle est active au sein de NQF depuis plus de 20 ans. Elle m'a demandé de préciser qu'elle était américaine, rapport à d'éventuelles fautes de français. Et j'en profite pour m'excuser à mon tour pour les quintes de toux qui pourraient me prendre. C'est une toux tout à fait anodine, une toux à l'ancienne. Voilà. Donc je laisse la parole à Hélène Hertz en la remerciant pour son engagement. Juste une petite précision, tout à l'heure quand je lui ai dit « Est-ce que vous avez eu du mal à lâcher vos obligations ?» Je pensais par là vos obligations universitaires, vos étudiants, vos cours, etc. Elle m'a dit « Mais mes obligations, c'est ici. » Et je la remercie pour ça. Vous allez m'émouvoir aux larmes. Là. Donc, je me réjouis beaucoup d'être ici. Je vous remercie beaucoup. Je suis un peu intimidée. Mais c'est quand même extraordinaire qu'une conférence, une table ronde avec un titre Androcène puisse attirer même quelques personnes. Et voir que vous êtes aussi nombreux, je l'attribue à la force du mouvement écologique au sens large dont vous faites partie sans doute, et dont le festival Alternativa est un des grands porteurs. Donc je vous remercie très sincèrement. Je suis également très fière de vous présenter ce numéro qui est vraiment un premier pour Nouvelles questions féministes. Nous n'avons pas encore taclé la question de l'environnement de manière systématique, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on le fera, et ça nous a mis on a eu le désir de faire plusieurs choses sur genre et énergie, genre et biodiversité, donc on va continuer de travailler dans le sillon de ce numéro. J'ai co-dirigé ce numéro avec 4 collègues, j'aimerais quand même les mentionner ici. Lucille Leruot qui est au CNRS en France, la Nouvelle question féministe est une revue franco-suisse. Laurence Bachmann, qui est professeure à la Haute École de Travail Social ici à Genève. Hélène Martin, qui est professeure à la Haute École de Travail Social à Lausanne. Et puis Marlise Desberges, qui est doctorante, je crois même qu'elle vient d'être docteure, ici à l'Université de Genève. Alors, c'est une aventure, comme j'ai dit, nouveau pour nous, et au moins pour cette raison, je ne vais pas vous présenter un portrait autoritaire, je vais même faire quelque chose d'assez anti-autoritaire, puisque les questions sont extrêmement complexes. Et si on ne les a pas encore posées dans le monde francophone, c'est pas simplement par les orientations des étudiants dans l'ère francophone, mais aussi parce qu'elles sont complexes, multifactorielles et assez délicates.
Dominique Hartmann m'a demandé de parler de qu'est-ce qui nous a amené à cette thématique. Et c'est parti d'un double énervement, comme tout bon réflexe féministe, ça part d'irritation. Le premier, c'est en lisant les choses sur l'environnement, c'est le glissement constant, vous en avez fait partie, de genre à femme. Donc quand on parle genre et environnement, toutes les grandes organisations internationales, quand ils parlent genre et environnement, ils documentent comment les femmes et les enfants et les personnes âgées, mais les personnes vulnérables vont souffrir plus des réchauffements, de la perte de biodiversité, etc. Les hommes disparaissent complètement. Donc ça, c'était l'énervement premier. Le deuxième, c'est que dans le foisonnement des critiques émanant des sciences sociales, autour de la notion d'anthropocène, et peut-être vous en avez fait mention, mais ça vaut la peine de développer un petit peu, dans ce foisonnement des critiques, de nouveau, la question du genre passe à la trappe. Donc la critique de l'anthropocène comme une espèce qui fait référence à une humanité indifférenciée est ancien en sciences sociales. Il y a beaucoup de chercheurs qui précisent que les personnes, les organisations et les motivations, les logiques qui nous ont amenés à l'anthropocène sont le fait de quelques personnes, quelques groupes et quelques systèmes d'organisation. Ce n'est pas l'humanité indifférenciée qui nous a menés dans cette situation, encore moins la nature humaine. Ça, c'est un favori des quelques sociobiologistes et quelques philosophes. La nature humaine nous amènerait notre besoin de toujours avoir plus d'accumuler, notre égoïsme fondamental, etc. Donc, il y a eu la critique qui a mené à mettre en évidence le mot capitalocène, ce qu'on accepte complètement comme une des portes d'entrée dans le problème de différencier les responsabilités et aussi les leviers d'action. Il y a eu aussi, notamment des historiens qui ont mis l'accent sur l'importance de remonter au début du mode d'extraction des ressources naturelles qui a façonné le monde à partir des grandes découvertes du XVIe siècle. Donc, de mettre l'accent sur le régime qu'ils appellent le plantationocène, c'est-à-dire le régime de colonialisme très juridique, mais qui consistait à extraire des ressources humaines d'autres pays sans, évidemment, en payer le contrepartie ou le payer de manière dénaturée par le marché, et d'en extraire aussi la force humaine sous forme d'esclaves et d'autres types de subordination. Alors, là, de nouveau, on est tout à fait... on souligne que ces formes d'organisation sociale sont centrales dans ce qui nous a amenés à la situation actuelle. Puis l'autre grande critique, c'est la critique géopolitique, c'est de dire, mais d'où est parti ce mode d'exploitation et d'extraction des ressources et l'usage accru des carburants et de l'énergie fossile? C'est parti de l'Angleterre et ça s'est étendu aux États-Unis, et vous savez sans doute que c'est les États-Unis et l'Angleterre qui ont émis la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans l'histoire de l'humanité, ces deux pays à eux seuls. Alors nous avons voulu lancer ce concept d'anthropocène pour mettre en évidence ce qui nous semble un peu aller de soi, c'est que la quasi-totalité des décisions menant aux catastrophes environnementales actuelles ont été prises par des hommes. Ça me semble incontestable comme fait de base. Ensuite, la chose se complexifie. Et il y a deux problèmes que j'ai rencontrés quand j'ai présenté cette question. D'abord, le problème des gens trop vite acquis à cet argument. Et c'est un problème pour moi, c'est-à-dire si tout de suite on imagine que, bien sûr, que ce sont les hommes qui sont les méchants dans l'histoire, et les femmes qui nous sauvent de catastrophes, on est dans l'essentialisme, et d'ailleurs une forme d'essentialisme extrêmement victorienne. Ça remonte au XIXe siècle, cette division de travail moral entre les hommes et les femmes, et ça ne nous sort
pas d'affaires. C'est un secret pour personne que Nouvelles Questions Féministes est une revue anti-essentialiste. C'est de là que la revue est partie, pour combattre le différentialisme, une division soi-disant naturelle entre les sexes. Et donc, ce genre d'explication ne tient pas debout scientifiquement et évidemment, ça simplifie beaucoup trop vite le débat. Donc, j'ai la tâche en même temps de mettre en avant notre hypothèse, qui est qu'on ne peut pas comprendre l'Anthropocène sans un regard de genre, et de combattre les gens qui accepteraient trop vite cette hypothèse. Mais j'ai une autre difficulté, qui est qu'une partie de mon public, j'ai présenté ceci à des économistes, pour une partie du public, c'est juste irrecevable comme thèse, complètement irrecevable. Comment on peut être aussi simpliste? C'est pas parce que c'est des hommes. Évidemment, les hommes prennent la grande majorité des décisions dans le monde, donc également celles-ci, ça n'a rien à voir avec leur sexe. Et ça, c'est un argument qui m'est opposé très très souvent et qui m'oblige à donc entrer beaucoup plus finement et qui nous oblige à entrer beaucoup plus finement dans les arguments. Alors, un des articles, j'aimerais vous parler brièvement des 6 articles dans cette revue, essentiellement écrite par des chercheuses. C'est un sujet qui manifestement mobilise les hommes. Un des articles contredit extrêmement bien le préjugé que je viens d'exposer. C'est l'article d'Armel Campagne, qui est historien et qui explore la manière dont les hommes sont devenus les propriétaires des mines en Angleterre et ensuite les entreprises pour exploiter le charbon et pour créer l'industrialisation, d'abord à base de vapeur, ensuite à base directement fossile. Donc, ce que Armel Campagne montre dans cet article, c'est qu'il n'était pas du tout évident que les femmes soient exclues ni de la propriété, ni de la gestion de ces entreprises. D'ailleurs, c'était essentiellement, le charbon était découvert essentiellement sur des grands terrains. Ces grands terrains étaient entre les mains essentiellement de l'aristocratie et d'une certaine bourgeoisie. Et les femmes héritaient à l'époque, donc on commence au XVIe siècle, héritaient d'une part de ces terrains et d'une part de responsabilité et de profit de ces entreprises. Et entre le XVIe et le XIXe siècle, une certaine classe d'aristocrates, notamment les aînés, ont œuvré pour exclure les femmes juridiquement de la propriété de ces entreprises et des mines qui leur étaient nécessaires. En excluant aussi leurs frères cadets, l'argument étant on ne peut pas diviser ces terrains, on va perdre les économies de grandeur, c'était un des arguments avancés, mais c'est pour dire que la domination de cet secteur d'activité par les hommes aristocrates et ensuite bourgeois n'était pas un fait qui s'est produit tout seul, c'était un fait qui s'est produit activement par les manœuvres juridiques et politiques d'une certaine classe d'hommes aristocrates et bourgeois. Donc c'est pour dire, et chaque fois qu'on regarde la naturalisation des rapports de domination, on trouve les activités masculines qui ont mis en place une domination. La domination ne se perpétue pas naturellement et c'est un des points qu'il est important pour nous de souligner. Mais, comme le dit la féministe américaine Gloria Steinem, essentiellement, il faut le souligner, je reviens à mon point anti-essentialiste, les femmes ne sont pas plus gentilles ni moins violentes que les hommes, simplement, elles n'ont pas leur masculinité à prouver. Et donc, c'est vraiment pas les hommes qui vont être l'objet de cette enquête, mais les modèles de masculinité, des scripts ou des régimes, on peut dire, il y a différents vocabulaires, des régimes de masculinité qu'il faut examiner pour savoir en quoi ils ont perpétué certains modes de pensée, d'action et de valeurs qui ont mené les hommes à agir de cette manière.
C'est un autre article dans ce numéro, celui de Bénédicte Fontaine, qui sert d'entrée en matière. Elle a travaillé dans un article qui s'appelle « Voiture de collection, voiture de fonction, voiture électrique, rapport masculin à la mobilité et à l'écologie ». Elle a travaillé avec un groupe d'hommes d'affaires bruxellois sur le rapport à la voiture. Elle n'avait pas du tout l'intention de travailler sur les voitures en entrant dans ce club. Elle voulait comprendre comment fonctionne un club d'hommes d'affaires. Mais elle a trouvé que la thématique de la voiture était omniprésente. C'était un référent pour carrément un référent pour entrer dans le club, qu'on fait par cooptation, d'avoir des voitures de collection, d'avoir plusieurs voitures, d'avoir des voitures électriques à côté des voitures de sport et d'en parler à tout moment. Et une énorme proportion des invités à ce club parlaient de voitures aussi. Donc les chefs d'entreprise parlaient des nouveautés en matière de voitures électriques. Elle s'est dit, mais quelle est en fait cette fascination avec la voiture? Qu'est-ce qu'elle représente? Et elle montre en quoi cette fascination représente une espèce d'idéal de l'homme d'affaires, je pense qu'on peut dire en société industrielle, c'est-à-dire une idéal d'autonomie et de privilèges spatiaux et de mobilité qui doit être sans entrave, multiple, rapide et évidemment signe de richesse et de statut. Et donc, loin d'être un passe-temps, ces hommes mettaient ce rapport au centre de leur construction identitaire et évaluaient les autres et eux-mêmes par rapport à cette forme de masculinité précise qui était cette mobilité. Et les transports publics, pour eux, étaient une espèce de moyen de transport impensable, puisqu'ils ne pourraient pas partir quand ils voulaient, ils devaient être à côté des gens, ils ne pouvaient pas travailler dans le bus. Donc, il y a toute une série de valeurs, d'autonomie, de privilèges qui ressortent de ce modèle de masculinité. Mais ce n'est pas un modèle de masculinité unique aux classes supérieures. La politologue américaine Kara Daggett a articulé ce concept autour de pétromasculinité pour montrer la centralité de la mobilité carbonée dans une certaine formation de groupes sociaux plutôt de classe ouvrière ou classe moyenne inférieure. On s'entend par inférieure. Et elle montre comment ces groupes de personnes hyper masculinisées revendiquent non seulement le droit à la voiture, le droit à la mobilité, mais le droit à la pollution. Et elle a étudié, par exemple, la pratique de coal rolling, qui consiste à trafiquer sa voiture pour qu'elle pollue plus. Et pour qu'elle pollue sur qui? Sur des passagers, notamment des femmes, des jeunes femmes. C'est un espèce de jeu de rue, d'émettre de la fumée sur des jeunes femmes, et avec une connotation raciste, souvent contre les voitures électriques, qu'ils assimilent à des voitures venant d'Asie, le Prius étant un objet de préférence pour du coal rolling. C'est un exemple extrême, d'ailleurs elle le déroule par rapport à un autre groupe dont vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis en lien avec les événements au Capitole l'année dernière, le Proud Boys, qui revendiquent la mobilité pétrole, le rapport à la voiture, le rapport à la viande, le rapport à une forme de masculinité surjouée, qui semble être à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer comme geste nécessaire pour arriver à une certaine sobriété ou aux gestions de l'environnement. Il y a d'autres formes de modernité, donc il y a déjà deux formes, une forme élite, une forme populaire de rapport à la voiture. Évidemment, le rapport à la viande a été beaucoup discuté. Les hommes non seulement mangent plus pour leur poids, mais revendiquent le droit de manger plus de viande que les femmes, pour des raisons d'ailleurs assez naturalisées. On travaille plus, ce qui est proprement faux, quand vous savez que 70% du travail manuel dans le monde est fait par les femmes, ou pour des raisons d'autorité.
les hommes doivent avoir plus de viande à manger. Et si vous regardez, même dans des tables comme la mienne, où on essaie de réfléchir à cela, la tendance à donner plus de viande aux garçons est presque irrésistible pour une bonne partie de la population. Donc il y a ce rapport à la viande qui semble incarner une forme de masculinité. Vous l'avez vu peut-être symbolisé dans ce pub Migros cet été, avec un homme qui masse de manière assez sexualisée une énorme pièce de viande avant de le mettre sur le grill. C'est très étonnant, ça a bien marché je crois comme pub, ça a attiré l'œil en tout cas. Mais le lien entre la masculinité, le feu et la viande semble objectivé en tout cas. Les vrais hommes mangent de la viande. Dans le numéro, il y a une autre forme de masculinité qui est mis un modèle régime de masculinité qui est mis en avant, c'est le régime qui est appelé éco-moderne, et ça concerne une autre constellation d'hommes plutôt éduqués, souvent ingénieurs, souvent très à l'aise avec les chiffres et technophiles, et qui prône le modèle qui était incarné, la personne, on ne pourrait pas rêver mieux pour incarner ce modèle, c'est Elon Musk. Et c'est l'objet de cet article où Myriam Tola, montre en quoi son modèle de écomodernité est compatible avec la pétromasculinité, c'est-à-dire c'est basé sur les mêmes valeurs de rapidité, de mobilité libre et de privilèges, puisque ce sont des activités qui sont disponibles que pour un petit nombre. Aussi dans ce numéro, Bob Peace travaille sur l'écomasculinisme, qui est un mouvement qui est un peu partout en Europe et aux États-Unis, un mouvement d'hommes qui essaie de revendiquer un rapport primordial avec la nature, mais pas avec la nature dont on doit prendre soin, mais avec la nature comme source de puissance. Leurs icônes sont des gens comme Thor et autres sympathiques utilisateurs de la nature. Et donc c'est relié à une forme de naturalisme, mais extrêmement guerrier, extrêmement finalement appropriative, où la nature est une espèce de scène pour la mise en scène de leur masculinité. Voilà, il y a beaucoup de modèles. La masculinité n'est pas une chose simple, les régimes de masculinité sont très variés. On occupe, tout comme les régimes de féminité, les hommes ne sont pas seuls à être multiples. Mais qu'est-ce qui traverse, si on devait essayer de mettre les doigts sur ce qui traverse peut-être ces différents régimes, c'est une certaine peur de la vulnérabilité et un désir de maîtrise, une autonomie fantasmée, qui semble être plus qu'une question psychologique. Je ne suis pas très psychanalyste, mais les psychanalystes auraient beaucoup à dire. C'est qui semble inscrit même dans le système capitaliste, dans la mesure où dominer, ne pas montrer ses vulnérabilités est le moteur de ce qu'il faut pour être homme quand on entre dans le système. J'ai remarqué en préparant cette conférence le mot préféré de Trump, loser. He's a loser. He's a loser. D'ailleurs, il avait tout un programme télévisé pour assigner cette catégorie à plein de gens. S'applique pas vraiment aux femmes. Les hommes peuvent être des losers parce qu'ils sont en concurrence perpétuelle entre eux et qu'ils peuvent perdre, et ils sont vulnérables donc de perdre. Les femmes, soit on a déjà perdu, ce qui est une forme de résilience, et pourquoi pas, soit on est ailleurs, on est au-delà de ces questions, ce qui est aussi une forme de résilience, je le prends aussi. Mais en tout cas, cette perte, cette peur de la vulnérabilité et peur de maîtrise, besoin de maîtrise, traverse toutes ces formes de masculinisme, et il me semble que c'est de là où on peut commencer à penser la suite, et donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Toutes ces différentes manifestations de masculinisme que vous avez évoquées semblent assez massives.
Donc une des questions qui se posent, c'est évidemment qu'est-ce qu'on peut faire contre ou avec, je ne sais pas. Mais j'aurais bien voulu que vous évoquiez peut-être quand même ce qu'ont changé les femmes, notamment les primatologues, quand elles ont bousculé le modèle du scientifique, le paradigme prédominant du scientifique blanc, mâle, de classe supérieure. Parce que je trouve qu'on voit là une des formes d'action, enfin une des mobilisations, si on peut appeler ça comme ça, je ne suis pas sûre, hein, des femmes qui a changé des choses. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Ça me permet de mentionner, il y a 2 articles que je n'ai pas encore mentionnés. C'est l'article de Bénédicte Zitouni qui s'appelle « Héritière de la révolution scientifique, d'autres figures et manières de faire science ». Et elle fait référence dans cet article à un livre, je pense, absolument clé, qui est Faiseuse d'histoire, que font les femmes à la pensée de Vinciane Després et Isabelle Stengers. Donc partant peut-être de là, ce que Vinciane Després et Isabelle Stengers ne veulent pas dire les femmes font la science autrement. Elles ont commencé leur carrière en refusant de dire cela et elles ont été amenées progressivement à se poser cette question avec l'expérience de 40 ans comme scientifique. Et ce qu'elles veulent montrer, c'est qu'on doit absolument éviter en tant que femme de sortir du paradigme scientifique tout en amenant des nuances qui sont des nuances qu'elle appelle, qui tournent autour de la question de l'attention. L'attention aux choses, oser créer un rapport avec la matière, les animaux, les êtres, les espèces qu'on traite, oser entrer en rapport avec ces espèces permet parfois des réalisations, des enseignements qu'un modèle de scientifique objectivé, qui garde sa neutralité et qui fait tout pour garder sa distance avec sa matière, à côté duquel il peut passer. Et il y a un magnifique article dont on parle dans ce numéro, qui est une historienne qui a étudié les journaux d'explorateurs, zoologues, amateurs, 19e siècle, qui sont partis en Afrique étudier notamment les singes. Et ces pauvres hommes s'attachent à leurs singes. Ils ont de l'affection, ils les trouvent intéressantes. En fait, ils sont très tristes quand ces singes meurent. Et il y a beaucoup de passages dans leurs journaux où ils disent « Je suis complètement affecté par le décès de cet orang-outan et je dois me maîtriser. Je dois à tout prix me maîtriser parce que je dois faire de la science. » Et l'effort qui est mis pour mettre en place des barrières et éviter de créer un lien avec le vivant est assez stupéfiant et est une perte d'énergie totale pour l'entreprise scientifique. Pourquoi on passe tant de temps à essayer de ne pas s'attacher à son objet d'étude? Donc, c'est vraiment autour de l'attention. Il y a le fameuse botaniste Barbara McClintock, qui a été étudiée par une des féministes précurseurs du féministe de la science, qui a décidé d'observer son maïs, elle étudiait les modifications génétiques du maïs, de l'observer sans tirer des conclusions, de juste regarder tous les jours dans son jardin qu'est-ce qui se passait avec son maïs. Et elle est arrivée à comprendre une série de mutations qui ne pouvaient pas s'expliquer avec la science génétique à l'époque, qui ne pouvaient que s'expliquer, auxquelles on pourrait que être rendu attentif avec cette attention et cette ouverture à une relation. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans le chamanisme ou l'animisme, ça veut juste dire qu'on fait de la bonne science en faisant attention. Voilà, je crois. Oui, merci. Est-ce que vous diriez que cette capacité à l'attention peut être une des clés justement de changement? Parce que j'imagine bien que ce n'est pas en remplaçant les hommes par des femmes à la tête des compagnies pétrolières qu'on va changer les choses, que c'est peut-être d'autres changements dont on a besoin. Oui, alors c'est une des choses qu'il faut absolument dire et redire, c'est pas en mettant quelques femmes
qui sont bien faites au modèle dominant, à quelques positions de pouvoir, qu'on va changer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je crois que à la tête de l'OMC maintenant, c'est une femme, à la tête du FMI, c'est une femme, elle a succédé à une femme. Ça ne nous sort pas d'affaire, c'est évident. D'ailleurs, j'ai une sorte de pitié pour ces femmes, parce qu'elles ont endossé des rôles impossibles. Mais bon, donc on arrive sur la question que faire. C'est une grande question. Certainement, la question de l'attention, revendiquée comme une forme de bonne science, est une piste. Une autre piste, pour moi, je ne vous en ai pas parlé quand on a parlé au téléphone, c'est la piste de la résonance, qui n'est pas la même chose que la résilience. La résonance, je fais référence au philosophe sociologue Hartmut Rosa, qui a écrit un livre qui s'appelle Résonance, et qui montre qu'en fait, malgré un modèle qui prône un rapport instrumental au monde, on doit avoir plus, on doit s'accaparer des choses, on doit aller plus loin, on lit et on imagine par la pub et par la presse que c'est un rapport d'accaparation qui donne satisfaction. En fait, les êtres humains ne sont pas du tout comme ça. Ils ont, et les hommes et les femmes, de multiples manières d'être au monde qui sont ce qu'il appelle résonnants, c'est-à-dire qui sortent d'une logique instrumentale entièrement et qui ouvrent à un lien, que ce soit avec une personne, un objet, une technique, une manière de faire, une montagne. Donc, marcher en montagne est l'exemple le plus classique, où on se laisse, les gens qui sont passionnés de montagne ne s'approprient pas la montagne, ils se laissent toucher par la montagne, ils sont affectés par la montagne, et reconnaître qu'en fait, on a besoin de ça, et on le fait déjà, c'est pas qu'on doit l'inventer, ça existe déjà, il faut juste valoriser à sa juste mesure, c'est une des pistes que je trouve importantes. Parce qu'en fait, le monde est très mal décrit par un modèle économique instrumental. Ça ne décrit pas du tout comment la société fonctionne réellement. Donc une autre piste. Je propose d'ouvrir les questions à la salle. Je suis sûre que vous avez des questions à poser. J'ai commencé à lire Habiter un oiseau de Vinciane Després, et puis elle parle de cette vision des ornithologues sur le territoire des oiseaux qui seraient en territoire au sens de ce qu'on a nous comme propriété foncière, puis elle le démonte et tout à coup de me retrouver avec une même déconstruction de la propriété humaine, je trouve ça juste magnifique. Alors voilà, c'est pas vraiment une question, mais ça me touche beaucoup de me dire, en fait, effectivement, on pourrait aussi regarder les humains peut-être comme des animaux comme les autres, ça pourrait être sympa. Habiter en oiseau, je crois que ça s'appelle, de Vinciane Després, c'est un livre extraordinaire. Je suis assez d'accord avec vous. Et, mais il suffit de regarder n'importe quoi pour voir les logiques de coopération, de soin à l'autre, d'attention. C'est des choses que les sociologues ont mis en évidence depuis 60 ans, mais qu'on a tendance de nouveau à oublier, souvent à oublier. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Humankind. C'est un peu polémique, je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait recommandable, en tout cas pour mes étudiants. Mais il démontre l'expérience de Milgram, ou qui est l'expérience qui prouve que l'homme est un loup pour l'homme, que si on est poussé dans ces dernières... on torture volontiers. Et il montre que c'était c'était vraiment une expérience truquée. C'est-à-dire il a sorti tous les détails où les gens résistaient. Quand on voit dans les archives, 60% des gens qui ont répondu savaient que c'était une expérience. Ils savaient qu'ils faisaient partie d'une expérience. Donc, tout d'un coup, cette espèce de modèle qui prouve qu'on est des horribles prédateurs les uns pour les autres s'effondre, et c'est assez jouissif, je dois dire. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Est-ce que vous pensez que les femmes, en quelque sorte, seraient plus en lien ou auraient cette capacité d'ouvrir un peu plus les liens avec la nature et avec l'autre pour être plus favorables à une relation plus paisible et puis plus harmonieuse et puis plus prospère quelque part en laissant tomber ce côté disons, agressif qui occupe notre société actuelle, par exemple, à l'économie ou dans l'économie, etc. Est-ce que vous pensez que ce serait une capacité plus féminine de nous contribuer à ce mouvement ou vers, en fait, la pacification? Je pense que c'est une capacité féminine d'être plus attentive à l'autre, est-ce qu'on peut compter sur cette compétence des femmes pour nous sortir de ce modèle de performance, de domination, etc. Je pense qu'il y a évidemment un moment d'apprentissage du soin à l'autre quand on élève un enfant, qu'on soit homme ou femme. Évidemment, et les femmes étant assignées à ces travaux d'élever les enfants, de soigner des vieilles personnes, de s'occuper, c'est des travaux, c'est des professions et du travail non payé massivement investis par des femmes. Ensuite, est-ce que ça nous rend plus sympathiques? Je ne suis pas sûre. Je dirais même que non. Il y a beaucoup de mauvaises mères, on n'est ni meilleure ni moins bonne. Mais on aurait l'occasion d'apprendre un certain nombre de compétences. Et c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont souvent meilleures dans les questions relationnelles. C'est plutôt des comportements appris. Mais ils se sont appris dans des situations de domination. C'est-à-dire, les femmes sont structurellement dominées dans ces rapports. Leur travail est mal rémunéré s'il est rémunéré. Et donc, je n'aimerais pas baser un système sur le fait que quand des gens sont dominés, ils sont plus utiles. Vous voyez, il y a un petit piège là. Les hommes qui s'occupent des champs à faire pousser quelques arachides dans le désert du Mali, ils ont une très grande capacité d'attention parce qu'ils doivent l'avoir, parce que leur vie en dépend. Donc, je pense que ce n'est pas très utile de naturaliser toutes ces questions, mais vraiment de parler de comment on peut promouvoir ces compétences de manière générale. Je vois bien qu'il y a effectivement cette multiplicité de modèles de masculinité, vous l'avez clairement dit, comme il y en a aussi dans le côté des féminités, des modèles de féminité. Maintenant, on a clairement montré, je pense, dans les études, que certains modèles de masculinité dominent par rapport à d'autres. Et j'aimerais peut-être s'y entendre un peu plus. Qu'est-ce qui fait, quel régime ou quelle sphère sociétale? On a parlé de la science, des modèles scientifiques qui ont favorisé le choix rationnel ou l'agonie ou l'approche agonistique, je veux dire, de la guerre. La rationalité aussi instrumentale, mais pourquoi finalement, est-ce que dans le débat autour du numéro, vous êtes arrivé à une approche un peu historique qui dit c'est la conjonction entre une certaine économie et une certaine manière de faire de la science qui fait que certains modèles masculinistes prédominent. Pourquoi c'est pas David Bowie et pourquoi c'est Trump ou Ronald Reagan par rapport à un autre. Donc il y a aussi ça. Ça serait intéressant si vous êtes peut-être arriver à quelques idées là, autour du numéro. Merci. Ça aussi, c'est une toute petite question. Et puis, par ailleurs, je me refuse à dire que Trump va gagner. C'est pas sûr. Mais ouais, les modèles qui dominent la masculinité, il y a beaucoup de débats en études de men's studies sur est-ce que le concept de masculinité hégémonique a un sens, puisqu'il y a beaucoup de... Quand on parle de masculinité hégémonique, en fait, souvent ce à quoi on fait référence, c'est une forme de masculinité qui est en fait dominée. C'est l'image du strongman qui est violent, qui est plein de muscles. Cette image-là, ce n'est pas l'image de l'homme qui domine. Poutine a beau monter sur un cheval torse nu, ce n'est pas pour ça qu'il domine. Donc, en fait, c'est le modèle de mise à distance du monde qui domine. C'est cette manière de mettre le monde à distance, de le traiter de manière scientifique, de le traiter de manière technocratique. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est la capacité à se séparer du monde qui représente un modèle de masculinité
qu'on a affiné avec le concours de la technoscience et du capitalisme qui permet de créer des effets sur la bourse de New York qui produisent une famine en Nigeria. Donc, toutes ces mises à distance, cette capacité qu'on a développée, qui n'est pas que des modèles de masculinité, c'est la science a ses propres logiques, le complexe militaro-industriel a ses propres logiques. Mais s'il faut chercher un modèle, c'est plutôt la capacité à ne pas se rendre compte de ce qu'on fait, au sens propre et au sens figuré. C'est pour ça que je reviens sur un mot que j'aimerais dire quand même, parce qu'il y a des hommes ici, et c'est super, mais c'est mon devoir de vous embêter quand même. Donc, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Travaillez votre sexe, mais faites quelque chose, parce qu'il y a un certain nombre de choses que les femmes ne peuvent pas faire là-dedans. S'il faut changer des modèles de masculinité, ce n'est pas les femmes qui peuvent les faire, au contraire. Et je pense qu'une des choses à regarder, c'est la question de l'intersectionnalité du point de vue des hommes. Quelles sont les classes d'hommes qui dominent d'autres classes d'hommes? Cette expression de pétromasculinisme qu'on trouve dans les classes ouvrières, c'est une expression de la domination qui se reporte sur le désir de dominer d'autres. C'est aussi le fait qu'ils ne peuvent pas accéder à l'écomodernisme, à l'image de Elon Trump. Et ils le savent, ils ne peuvent pas accéder à l'éducation supérieure qui leur permettrait de maîtriser la science. Donc, ils se retournent dans ce modèle extrêmement assez primaire de l'homme fort, mais c'est un effet de rapport entre les hommes, ce n'est pas un effet simplement de rapport entre hommes-femmes. Donc, je pense que les hommes doivent travailler leur intersectionnalité et vraiment se mettre à l'analyser. Les men's studies le font, mais ce n'est pas suffisamment visible. Et quand on parle genre, il faut que les hommes soient là beaucoup plus pour dire oui, c'est nous, et il y a des problèmes. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur la responsabilité de changer la masculinité. D'une part, c'est clair que les hommes, on aimerait bien qu'ils changent un peu ça, mais je trouve que les femmes, elles ont aussi leur responsabilité dans le sens que quand elles érotisent un homme dominant ou qui représente ces formes de masculinité, elles entretiennent un système comme ça. Et puis, dans le côté aussi de comment on élève les garçons et les filles de manière différente, ça perpétue, ça valorise aussi une certaine forme de masculinité. Enfin voilà, c'était juste aussi, bien sûr qu'on a aussi envie que les hommes prennent leurs responsabilités pour changer ces masculinités, mais c'était par rapport aux responsabilités aussi des femmes. Voilà. En ancien admirateur de Marlon Brando, je ne peux que vous donner raison. J'ai réussi à voir le tramway nommé Désir à 16 ans sans me rendre compte qu'il l'a violé. Je me demandais en fait, dans un monde du numérique, d'Internet, etc., et quelle est l'influence en fait de cette approche qui, on pourra dire, a été quand même développée par des hommes, et quelle est l'influence que ça pourrait avoir justement sur un mouvement que nous, les femmes, pourrions mettre en place. Voilà. Vous me menez un peu hors de ma zone de confort là. C'est évident que le numérique est dominé aussi par les rapports de domination sont les mêmes dans le numérique. Ça change un peu parce qu'il y a la possibilité de se déguiser. Il y a la possibilité d'écrire en cachant son identité, c'est assez intéressant, mais globalement, ce qu'on constate, si j'ai bien lu la littérature, et je ne suis pas spécialiste, c'est que les hommes utilisent beaucoup plus certaines formes d'Internet que d'autres. Wikipédia, 90% des entrées sont faites par des hommes. Les commentaires sur les blogs sont souvent beaucoup plus des hommes et des hommes en colère que des femmes. Donc, mais j'ai pas réfléchi suffisamment pour vous donner une réponse intelligente. Chaque fois que je suis dans un gremium de professeurs ou de gens avec un peu de pouvoir, je dois me poser la question comment j'interviens en tant que femme. Chaque fois, j'ai 62 ans, je vais encore à me poser ces questions. Donc,
C'est pas évident. Il faut pas non plus se sentir coupable quand on ne le fait pas tout le temps. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment sympa de vous intéresser à ces questions-là. Go forth.